Si l'un ou l'autre des membres de la CCC présent veut intervenir ou poser une question, allez-y, commencez. Oui. Il y a une chose qui m'a vraiment très interpellée, c'est que l'OMS, quand même, c'est l'Organisation sanitaire mondiale, ils avaient mis une alerte concernant la 5G, une alerte du type 2. Ça veut dire qu'il y avait un danger majeur pour la santé. Alors, je ne comprends pas qu'on laisse quand même se développer la 5G. Et toute les teams... Ça fait partie des questions que l'on pose. C'est-à-dire qu'en effet, c'est tout, mais c'est toujours le même problème. C'est pour les gouvernements faire la part des choses entre l'intérêt économique et l'intérêt sanitaire. La question se pose pour des tas d'autres questions. On pourrait revenir sur le Linky, on pourrait revenir sur d'autres sujets comme ça. Pour vous répondre, sachez par exemple que j'ai trouvé, je crois que c'était dans les Échos de Monsieur Marcaillou, un article qui expliquait que l'investissement pour les 5 ans à venir dans le monde entier sur le secteur de la 5G représente un total de 1000 milliards d'investissements. Donc, il est évident qu'il y a des intérêts à la fois financiers et industriels extrêmement importants pour justement que la technologie se développe. Et on voit même déjà, paraît-il, une technologie 6G qui est testée en Chine, qui aurait pour objectif alors si j'ai bien compris, il serait encore 100 fois plus rapide que la 5G qui est présentée comme étant 100 fois plus rapide que la 4G. Et la 6G permettrait d'avoir des hologrammes qui permettraient donc d'avoir des relations de plus en plus dématérialisées. Et donc, on pourrait presque vivre dans un éternel confinement puisque de toute façon, on pourrait avoir son hologramme à côté. C'est de la science-fiction ou du cauchemar, je ne sais pas encore, mais c'est pas le sujet du jour. Là, on est juste sur la question de droit. On a des arguments qui me paraissent sérieux. Le juge naturel de cette question, c'est le Conseil d'État. Il vient d'être saisi. Nous l'avons saisi, je ne vous l'ai peut-être pas dit tout à l'heure, sur 2 fois en fait. Aujourd'hui, c'est la saisine de ce qu'on appelle au fond, qui est donc la question de fond qui lui est posée. Et parce qu'on ne veut pas attendre 2 ans qu'il statue, demain, nous allons déposer un deuxième mémoire qui va être un mémoire ou un référé, suspension, qui aura pour objectif d'obtenir tout de suite, dans le mois qui vient maximum, la suspension des autorisations qui ont été délivrées, ce qui aurait pour effet d'empêcher les opérateurs d'utiliser le réseau 5G qu'ils ont activé hier. Bonjour, j'avais plusieurs questions. Tout d'abord, je voulais juste revenir sur les associations. Vous dites qu'il y a une association parmi les demandeurs. Il y a d'autres associations qui travaillent sur ce sujet, notamment... voilà, c'est ça. Il y a aussi Agir pour l'environnement qui ont déjà déposé aussi des recours devant le Conseil d'État il y a quelques temps. J'ai oublié, ça doit faire juste avant le confinement. Est-ce que vous travaillez avec eux et sinon, pourquoi? Et ma deuxième question, c'est est-ce que vous pouvez réexpliquer le processus de la pétition? Parce que dans mon souvenir, les gens signent la pétition, donnent X euros et vous, ça vous permet de financer les frais. Non, justement, alors. Est-ce que vous pouvez réexpliquer? Je réponds par la deuxième question et après je reviens sur la première. La pétition est gratuite. C'est une pétition comme les autres. C'est les gens qui manifestent leur intention. Donc, ça nous permet d'avoir comme ça, de savoir si les gens sont motivés ou pas. Et je vous ai dit, il y a eu 65 000 personnes qui ont signé la pétition en ligne en 6 mois. Une fois qu'on atteint un certain niveau que nous avions fixé à l'époque à 10 000 participants à la pétition, nous expliquons aux participants qu'ils peuvent maintenant venir dans des actions en justice. Et là, c'est leur libre choix. Mais pour venir dans les actions en justice, il y a un paiement à faire. Et c'est là qu'ils ont sur le site G5 raisons la possibilité de souscrire à différents niveaux de participation. Mais c'est encore une fois, c'est sans engagement d'achat et libre de déterminer le montant de leur choix. Ils peuvent participer à une action ou à plusieurs. Et combien ça coûte? Est-ce que vous pouvez refaire juste les tarifs pour participer à une action? Ça commence à 3,50 € par mois pendant 12 mois. Et pour revenir à la question sur les associations importantes comme Prière PM et les autres sont là depuis des années, et les Robins des Toits aussi pour ne pas les citer, et elles ont contracté des relations de confiance avec des avocats. Donc nous n'avons pas vocation à aller piquer les dossiers à nos confrères, donc il est normal que ces associations restent avec leurs avocats.
Après, ce qui est peut-être dommage, c'est qu'on n'arrive pas à discuter entre avocats pour avoir un front commun. Mais ça, c'est malheureusement le lot. Dans tous les grands dossiers que je connais, et j'en connais pas mal en ce moment, on a une dispersion des forces de combat. Parfois, la dispersion est utile parce qu'elle permet aussi d'avoir des arguments auxquels les autres n'ont pas pensé. Donc, il y a du pour et du contre. On peut pas de toute façon, comme me disait Ruquier à la télé, on peut pas plaire à tout le monde. Donc, nous, on avance. On travaille, on essaie de mettre en commun, comme je vous l'ai dit, le mémoire et tout ce qu'on fait. Après, chacun prend ou prend pas. L'important, c'est que, comme vous venez de le dire aussi, on a réussi à mettre en place un système presque participatif de financement qui nous permet d'avoir une très grande liberté, une très grande indépendance, à la fois des associations, mais à la fois aussi des clients. Donc, on peut vraiment aller au fond des choses dans les dossiers. Donc, vous allez déposer un second mémoire devant le Conseil d'État pour obtenir la suspension des autorisations. Mais de quoi, en fait? Est-ce que vous pourriez repréciser? Je reprends. On s'attaque uniquement aux enchères et aux autorisations d'utilisation des fréquences 5G qui en découlent. On critique les enchères, on explique que ces enchères sont nulles pour des tas de raisons qui sont dans la mémoire, et qu'en conséquence, l'autorisation qui a été donnée et qui a permis hier aux opérateurs à commencer l'utilisation des fréquences 5G, bien, cette autorisation doit sauter. Et elle doit sauter sans tarder, parce que sinon, les dommages seront irréversibles. Et donc, le mémoire référé, il est déposé demain. L'un des arguments du référé principal, c'est l'urgence. Et l'urgence est évidente puisque la gestion opérationnelle a commencé à partir d'aujourd'hui. Ça a déjà été fait, en fait. Il y a déjà eu une demande en référé d'urgence devant le Conseil d'État par Priartem. Ils ont été déboutés, oui. Oui, mais pourquoi vous ne seriez pas déboutés? Déjà, parce qu'il faut voir pourquoi ils ont été déboutés. Ils ont été déboutés parce que le Conseil d'État leur a dit vous arrivez trop tôt, vous attaquez des actes préparatoires, et en droit français, on ne peut pas attaquer des actes préparatoires. Nous arrivons après la décision, et nous attaquons bien une décision qui fait grief, comme on dit en droit, c'est-à-dire une décision qui attribue les fréquences et qui répartit les fréquences entre les opérateurs. Donc là, on a bien une décision qui a des conséquences juridiques. Autrement dit, Orange ne pourra pas venir dans le champ de fréquence de SFR, et qui a un impact qu'on appelle en droit qui fait grief. Et là encore, vous verrez dans le mémoire, cet aspect est expliqué. On reprend des décisions qui ont été celles d'ailleurs de Priartem ou même de Bouygues, puisque Bouygues avait à l'époque, au mois de juillet, saisi le Conseil d'État pour obtenir des délais dans les attributions des fréquences. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas agir avant la mise en marche, et si on intervient au moment de la mise en marche, on va nous dire vous ne pouvez plus intervenir parce que la messe est dite. Ben non, ça ne se passe pas comme ça. Heureusement, devant le Conseil d'État, c'est l'intérêt de la procédure d'urgence, ils peuvent suspendre une décision administrative dans l'attente de ce que dira plus tard le juge du fond. Donc, on pourrait très bien imaginer que dans le cas du référé, le Conseil d'État considère que nos arguments sont suffisamment sérieux pour suspendre en attendant de voir. Ça n'empêchera pas après, suivant les décisions qui seront rendues, de reprendre la commercialisation ou de l'interdire définitivement. C'est un grand classique. Ce questionnement, on le retrouve en permanence, que ce soit pour une AMM pour un médicament ou un permis de construire. Vous pouvez avoir des permis qui sont suspendus alors qu'ils viennent d'être délivrés et que les travaux ont commencé. Est-ce qu'il y a un cas qui vous inspire ailleurs où une demande similaire a été entendue par la justice? Alors, encore une fois, on est en présence d'un dossier tout chaud où la 5G, elle se répand doucement dans le monde. Je viens d'apercevoir qu'aux Pays-Bas, il y avait une procédure de référé qui venait d'être lancée, mais je ne sais pas où ils en sont. Donc, ils en sont à peu près au même niveau que nous. Je ne peux pas vous en dire plus. Donc, on verra dans les jours qui viennent. Et puis, le Conseil d'État fera son travail. Mais il y a des tas d'exemples. Là, vous prenez un peu de cours, mais il y a des tas d'exemples qu'on a déjà vus. Le Conseil d'État suspendre. L'exemple le plus flagrant, c'est les permis de construire, des permis attribués qui ont commencé à être exécutés. On a cité une jurisprudence concernant l'ARCEP qui avait autorisé je ne sais plus quelle activité, qui s'est fait retoquer devant le Conseil d'État. Vous voyez, on n'est pas non plus dans le désert de Gobi avec des preux chevaliers qui attaquent des moulins. On est des juristes qui avons des arguments en fait et en droit pour essayer de convaincre une juridiction. Merci, maître. Et donc, c'est pour apporter un petit complément, et notamment sur les questions qui ont pu être soulevées par les journalistes présents. Ça va faire à la fois sur les délais, le timing, et puis aussi le Bruxelles. Sur les délais,
et ça fait le lien directement avec Bruxelles. Ce qu'il faut, en fait, ce qu'on constate ou ce qui nous saute aux yeux, faut en avoir conscience. En tout cas, c'est pour ça que je me permets d'insister là-dessus. C'est qu'on est face à un projet global, industriel, une renaissance industrielle, une 4e révolution industrielle. C'est un peu les arguments qui sont mis en avant dans une presse industrielle, dans une presse qui va être pro-télécom sur les arguments mis en avant par les filières, par l'industrie. C'est piloté par les délais. Pourquoi c'est piloté par les délais? Premièrement, quelque chose qui n'est pas dit, qui n'est pas mis en avant, mais en fait, ce qui se passe en France et ce qui se passe en fait quasiment simultanément dans les autres pays européens, c'est que tout cela s'inscrit dans le cadre d'un texte de loi, d'un règlement qui s'appelle le Code européen des communications électroniques, EEEC, qui a été voté en 2018, en décembre 2018 de mémoire, et qui, dans une de ses clauses et une de ses dispositions, exige que, c'est marqué nommément, que pour le 20 décembre 2020, la répartition des fréquences, et notamment celles qui sont destinées à être attribuées à la 5G, doit être faite, arbitrée, doit avoir été mise en œuvre au sein des différents pays européens. Et si un pays européen, des États membres de l'Union européenne, si un pays ne s'y est pas conformé, il se fabrique mécaniquement une situation où il est en infraction par rapport au droit communautaire, d'accord? Donc ça fait partie, par exemple, des raisons pour lesquelles il y a cette fuite en avant en France. Qui est un des derniers pays où c'est pas encore mis en œuvre. Il y a encore quelques autres pays en Europe où c'est pas mis en œuvre, mais l'Allemagne c'était il y a 2 ans, l'Italie c'était il y a 2 ans. Enfin voilà, donc c'est ce que l'État ne dit pas quand il s'arc-boute comme ça dans le fait de mener à bien la procédure d'enchère, c'est qu'il s'insère dans un cadre européen qui suppose une date butoir. Pourquoi c'est aussi piloté par les délais? Rappelons-nous quand même, parce que ça date d'hier, c'est pas si longtemps. Rappelons-nous quand même qu'on est en France actuellement dans un contexte juridique avec les ordonnances qui ont été passées le 24 mars, où les antennes relais bénéficient de dérogations à toute déclaration aux autorités locales dans leur mise à disposition. C'est-à-dire qu'on installe d'abord et on déclare ensuite. Et ce que la France a initié à travers l'état d'urgence sanitaire ou peu importe le terme juridique précis, mais vous comprenez l'idée, qui a été mis en œuvre dans le cadre qui a été voté et dicté, et derrière avec cette façon de fonctionner qui dispense le gouvernement de tout 49.3 pour jauger de ses actions, en juillet 2020, on a l'Union européenne qui arrive avec un texte aussi de loi, ce qu'on appelle ça du droit dérivé, un texte de loi qui entérine à l'ensemble des pays européens cette dérogation de déclaration a priori. Okay, donc si ça vous intéresse, on a les références. Madame Rivasi a pris la parole à plusieurs reprises sur ces aspects-là en juillet dernier. Voilà, donc on a un cadre européen qui est la continuité ou le prolongement de ce que la France a, entre guillemets, bêta-testé ou mis en œuvre depuis le mois de mars, qui est que, au nom du fait de déployer le plus vite possible une infrastructure, un nouvel écosystème technique qui a vocation à être à un usage de type 5G, eh bien, on s'affranchit des règles légales existantes et on se dispense de toute friction, de tout frein, de toute interférence qui ferait qu'on perdrait du temps, que ça mettrait plus longtemps que ce qu'il faudrait pour que ça soit en place. Et là, maintenant, c'est à l'échelle européenne. Donc, on est bien sur une logique de pilotage par les délais et il faut surtout que ça soit prêt avant certaines échéances. Alors, lesquelles sont-elles? Je peux pas vous dire. En revanche, ce qui est clair au niveau du plan 5G européen, du calendrier, là aussi, on a des documents à votre disposition qui sont des documents fournis par la Commission, puisque avant que le Covid déboule et que la vie habituelle s'arrête à partir du mois de mars, entre octobre 2019 et mars 2020, nous avons fait plusieurs auditions au sein du Parlement européen, on a fait intervenir plusieurs experts autour de la 5G, on a fait comme ça plusieurs rendez-vous, et à chaque fois, on avait des gens de la Commission qui étaient là, qui amenaient des documents et qui expliquaient le cadre. Donc, il y a un plan de déploiement de la 5G, avec des balises, avec des étapes de déploiement du projet, global, à l'échelle de l'ensemble de l'Union européenne, avec comme ça différentes échéances pour fin 2020, fin 2021, fin 2025, etc., etc.
terrain. Donc, il y a une approche globale avec une vision d'ensemble qui déroule un projet industriel en mode rouleau compresseur, ou on pourrait dire aussi, d'un point de vue politique, en stratégie du fait accompli. Je reviens peut-être 2 secondes sur la dérogation qui a été actée. 2 secondes alors, parce que ça, vous avez je comprends bien, Christophe, excusez-moi. Je reviens 2 secondes sur la dérogation de juillet faite par la Commission européenne. Elle est très importante parce qu'en fait, elle dispense donc de toute déclaration préalable tout équipement inférieur à 10 watts en termes de puissance. C'est-à-dire que donc c'est beaucoup plus, et en fait l'info elle a fuité à partir de, ça c'est pour la petite histoire, elle a fuité à partir de février-mars, et c'est les gens de l'ANFR en France qui ont fait fuiter l'information auprès des parties prenantes de la société civile avec qui ils sont en contact, parce que pour l'ANFR, une installation de faible puissance, c'est 5 watts maximum. Donc, ce qui fait que les dispositions qui ont été actées à l'échelle de la Commission européenne, via des comités techniques où les représentants des 27 États membres ont validé ça, on est dans ces contextes-là, on est toujours avec des comités techniques qui valident les propositions faites par la Commission. Et rappelons que c'est Thierry Breton, quelqu'un quand même du secteur des télécoms, qui supervise l'ensemble de la stratégie télécom, 5G, intelligence artificielle, marché unique des données à l'échelle de l'Union européenne. Donc on est vraiment sur de la stratégie industrielle et c'est du lourd là-haut. On est sur une dérogation pour du 10 watts et ça va concerner quoi? Ça va concerner toute une gamme de mobilier urbain, toute une gamme bien sûr ils appellent ça dans le jargon des SWAP, SWAP, des Small Wireless Access Points, qui sont donc destinés à être déployés comme ça, on pourrait dire ni vu ni connu. En gros, l'obligation c'est de les déclarer dans les 15 jours qui suivent leur mise en place auprès des autorités nationales qui sont pointées comme étant les guichets uniques qui sont censés fédérer l'information. Mais en tout cas, voilà, l'industriel agit d'abord et le régulateur a une vision après. Pour reprendre peut-être un petit point que vous avez dit au tout début sur les montants, et moi je n'avais pas du tout fait ces calculs de mon côté, juste une info par rapport vous avez cité l'Allemagne où la valeur en France de ce qu'a rapporté les enchères des fréquences, c'était 1/3 de ce que ça a pu rapporter pour l'Allemagne, 1/10 de ce que ça a pu rapporter par rapport à la 5G à l'époque. Juste une info, à l'époque en Italie, les ventes des fréquences 5G ont rapporté 6,5 milliards d'euros à l'État italien. Donc, je vous laisse Maître faire le calcul par rapport à la proportion. Aujourd'hui, dans les États et les pays où la 5G est déployée, constat d'échec commercial. On est dans une situation où la 5G ne fonctionne pas, où la 5G ne répond pas aux attentes et aux promesses. Il y a plusieurs raisons. La première d'entre elles, c'est un constat qu'en fait, aux États-Unis par exemple, on a plusieurs articles depuis 2 mois qui déferlent. Les gens sont très mécontents de la 5G telle qu'on leur a promis, c'est-à-dire que il y a eu des tests techniques en série, c'est plus lent que la 4G. La 5G aujourd'hui aux États-Unis est plus lent que la 4G. Parce qu'il n'y a pas assez d'antennes et aussi parce que la nature des ondes, ces gammes de fréquences-là, la nature des ondes est beaucoup plus sujette à des interférences et à des parasites liés à l'environnement. En gros, s'il y a des arbres et du mobilier urbain, ça fractionne les fréquences et ça fait chuter en situation réelle les taux de débit qui étaient annoncés. Pareil pour la Corée du Sud, il y a 10 millions d'abonnés à la 5G en Corée du Sud et sur les 6 derniers mois, on a eu 500 000 personnes qui se sont désabonnées de leur abonnement 5G. Donc la 5G aujourd'hui, c'est effectivement du vaporware, c'est quelque chose c'est une promesse en termes de marché, c'est une promesse en termes de business, mais sauf que dans les faits, les performances ne sont absolument pas au rendez-vous aujourd'hui, et ça, les opérateurs en France en sont conscients, et c'est pour ça qu'ils ont cherché à gagner du temps aussi, pour ne pas tomber dans le piège, un piège financier qui ferait que ça fragilise leur bilan comptable, alors qu'ils n'ont pas fini d'amortir les investissements liés à la 4G. Très bien, je crois que là, vous avez été très complet sur les questions financières et techniques. Vous avez dit quelque chose qui m'intéresse sur les espèces de swap, parce que je n'avais pas du tout vu. Donc, on va creuser cette question parce que ça veut dire qu'on va encore, ce que j'appelle le brouillard électromagnétique, on va encore accroître le brouillard électromagnétique sans le dire aux concitoyens, notamment aux personnes qui sont électrosensibles. Oui, globalement, en termes de tendance, on est dans une logique aujourd'hui, ce qui va fonctionner, si ça fonctionne en matière de 5G, ça va être de la fausse 5G. C'est un codage de l'information de type 5G, mais qui va utiliser des fréquences de la 4G. Et tous les experts, tous les observateurs et tous les gens du milieu, ils nous ont dit 2 choses durant nos auditions à Bruxelles. La première, c'est qu'aujourd'hui, 90% des besoins qui seraient associés à la 5G peuvent être couverts par de la 4G.
Les horizons qui sont mis en avant pour justifier de la 5G, qui serait la saturation des réseaux via les données. On sera en saturation pas avant 2023, pas avant 2024, pas avant 2025. Et c'est pour ça que pour les journalistes ou les observateurs de ce cycle d'innovation et des investissements industriels qui sont derrière, en fait, la vraie 5G, c'est pas avant 2025, c'est pas avant 2024. Aujourd'hui, on est sur de la fausse 5G. Alors, je vous prends au mot. Ça veut dire que le message qu'on pourrait adresser aux consommateurs, c'est ne vous faites pas avoir pour Noël avec une fausse 5G. Attendez 2023. Et donc, ça revient en plus au message global qu'on avait développé dans le mémoire, qui était de dire nous avons une urgence d'attendre parce qu'en plus, en 2023, nous aurons le retour des expériences sanitaires, des études sanitaires qui auront été faites en France et en Europe. Et donc, nous serons en mesure d'apprécier les conséquences sanitaires, voire environnementales, de cette nouvelle technologie. Il y a des questions à côté, me dit-on. Oui, je réponds à la question de Lauriane juste un instant. C'est la date qui est présente dans le EC 2018, donc le code européen des communications électroniques. C'est 20 décembre 2020 qui était la date limite à laquelle les États membres devaient avoir réparti le spectre. Voilà. Alors, point principal, c'est la répartition du spectre. Ça ne voulait pas dire forcément mettre en application, en activation, le réseau. Donc, il pouvait très bien y avoir une enchère comme ça a eu lieu, mais ce n'était pas pour autant qu'il fallait autoriser l'activation. Effectivement, cela suppose que les États, à l'échéance du 20 décembre 2020, avaient mis en œuvre la redistribution du spectre, y compris celle qui était pré-réservée ou préallouée à la 5G, au sein des acteurs, des opérateurs de leur pays, quoi. Vous avez évoqué sur les questions sanitaires, vous avez évoqué le fait qu'on se retrouve à prendre de vitesse, ou en tout cas à faire fi du rapport ANSES qui est annoncé et attendu depuis pour le printemps 2021. Un autre élément de contexte qui concerne plutôt l'international, ça c'est évidemment encore très méconnu de la part des personnes qui n'évoluent pas dans ces champs-là. On a les gens du cirque, l'agence anti-cancer, chargée des cancers, le cancer de l'OMS, qui ont mis à la feuille de route des programmes et des réévaluations qu'ils ont à faire. Ils ont mis au programme pour fin 2021 ou début 2022, mais c'est plutôt fin 2021, les ondes électromagnétiques. Et donc, étant donné que le cirque, au début des années 2000, a conclu un effet possiblement cancérigène des ondes basse fréquence, c'est-à-dire les rayonnements liés aux lignes à haute tension et à l'électricité domestique, qu'en 2011, l'état des connaissances et des études disponibles font que on a rehaussé aussi la conception du risque concernant les rayonnements haute fréquence, micro-ondes des téléphones portables. Ça, c'est en 2011 que le cirque conclut aussi au fait que les ondes électromagnétiques, téléphones mobiles, micro-ondes haute fréquence, très haute fréquence, sont possiblement cancérigènes. Là, on va avoir, c'est au programme de travail fin 2021 du cirque, de réévaluer ou de refaire une évaluation de la cancérogénicité des ondes électromagnétiques. Voilà. Alors, pour aller dans ce sens, je vous indique que page 42 du mémoire, on cite la fameuse disposition 1815 du Conseil de l'Europe, qui recommande d'appliquer le principe à l'arabe. Alors, je ne vais pas le dire en anglais parce que mon anglais est détestable, mais qui veut qu'on ait le niveau le plus bas possible, qu'il soit raisonnable possible d'atteindre, et qui, en matière de champ électromagnétique, recommande, au titre du principe de précaution, de ne pas dépasser 0,6 volts par mètre pour des raisons de santé. Et dans le même temps, on a dans le rapport de la NFR une information que la 5G va exposer en moyenne les utilisateurs à 3,9 volts par mètre. Donc, on recommande 0,6 et on sait déjà que la 5G est à 3,9. Donc, on a véritablement une distorsion entre la recommandation du Conseil de l'Europe et la réalité industrielle qui va être mise en place. Et bien évidemment, c'est un signe très fort de la mauvaise volonté de prendre en compte l'aspect sanitaire, pour ne pas dire autre chose. Et donc, on sacrifie encore une fois les consommateurs et leur santé par rapport aux intérêts financiers qui sont en présence.
souhaitez vous donner deux valeurs. Donc, il y a des tests qui ont été rendus publics par la NFR au printemps 2020, où ils avaient fait comme ça. C'est pas des simulations sur ordinateur, c'est des vrais tests en situation réelle dans des rues, à Rennes ou ailleurs. Et quand on est à 100% du débit, les personnes qui ont le téléphone entre les mains, qui utilisent de la 5G, sont à 7 volts par mètre d'exposition. Ok, ça c'est les chiffres qui ont été fournis par la NFR au printemps 2021. Et en 2019, on a des simulations qui ont été faites par l'autorité des ondes belge à Bruxelles. Pardonnez-moi pour l'acronyme que je ne communiquerai pas, mais qui avait conclu dans son livre blanc que parce que sur Bruxelles, ils sont sur une situation où c'est pas censé dépasser les 6 volts par mètre. C'est un peu comme une convention comme sur la ville de Paris au niveau de ce qui était en place. Et donc les simulations qui ont été faites montraient que dans l'état actuel des limites à 6 volts par mètre, la 5G pouvait pas fonctionner, mais pour que la 5G puisse fonctionner, ça supposait de lever d'augmenter les plafonds et de passer à du 14,5 volts par mètre en termes de plafond à l'échelle de la ville. C'était donc le plafond que recommandait cette autorité belge en matière d'ondes pour que la 5G puisse être compatible avec une législation. Donc, pour qu'elle soit compatible avec la législation, il faut modifier la législation et comme ça la 5G pourrait être là. Voilà le raisonnement, si vous voulez. Monsieur Loukil voulait poser une question, je vais comprendre. J'ai entendu. Je voulais vous demander d'où vient le chiffre de 3 volts par mètre. C'est la NFR, c'est la page 42 du mémoire que je vous ai envoyé là sur le côté. Oui. Alors la référence, c'est NFR. Il y a un lien internet, vous verrez, c'est de synthèse 2019, les évolutions technologiques. On parle ici de la 5G pour le grand public, sauf que la 5G est vue comme une révolution pour les entreprises, pour des applications industrie 4.0, robotique, etc. Comment vous appréhendez ce problème de réseau privé au sein des entreprises où les salariés vont se retrouver exposés à des ondes de 5G sans peut-être le savoir? Alors, déjà, comme vous le savez peut-être, je suis originaire de Toulouse et à Toulouse, nous avons un industriel qui propose de faire de la 0G justement pour permettre les échanges de données de tous les objets connectés. C'est Sigfox. Voilà, Sigfox, voilà, monsieur Sigfox. Et donc, il existe des solutions alternatives à cette fameuse 5G. Après, la question que vous posez, c'est une question, j'allais dire, de responsabilité de l'employeur vis-à-vis de ses salariés. Il est évident que si un employeur expose à un risque important des salariés sans leur dire ou en cachant cette information, ils s'exposent à des recours et des recherches en responsabilité. J'ai cru comprendre que dans le reportage de complément d'enquête qui a été diffusé avant-hier ou la semaine dernière, je ne sais plus, sur le groupe Atos, où ils testent tout justement les équipements 5G, etc. Ils ont, je crois, 3 points atypiques sur les 35 que connaît la France, ce qui est déjà bizarre, et il y a un nombre anormal de cancers, notamment, je pense, du cerveau, qui ont été détectés, en tout cas anormal dans le sens qui représente là aussi 3 ou 4 ou 5 fois la norme normalement acceptable en France. Donc, on ne sait pas encore un lien de causalité à démontrer, mais il y a des faits troublants et des corrélations qui peuvent permettre de montrer que la 5G n'est pas aussi inerte ou ne prennent pas l'innocuité qu'on veut bien lui prêter. Et c'est le reproche, encore une fois, que l'on fait à l'ARCEP, c'est qu'il y a aujourd'hui de la documentation scientifique et médicale qui prouve qu'il y a un danger potentiel et donc au titre du principe de précaution, il fallait attendre avant d'autoriser l'utilisation de ce produit. Une petite information que je tiens à partager. Le 7 décembre, on organise en ligne via le Parlement européen une audition sur la 5G qui est à l'initiative de Madame Rivasi. Parce qu'en fait, depuis mars 2019, Madame Rivasi exige et demande vertement à la Commission européenne de fournir l'étude d'évaluation des risques en matière sanitaire et en matière d'environnement, une étude d'impact, on appelle ça dans le jargon européen, sur la 5G, et cette étude n'est toujours pas fournie parce qu'en fait, elle n'a pas été faite. Et donc, le Parlement européen a joué le jeu d'avancer sur le fait de produire leur propre évaluation d'impact, et ça se passe à travers une unité du Parlement européen qui s'appelle STOA, qui traite des technologies et de la prospective. C'est l'équivalent un peu de l'OPEX, quoi, au niveau de la France. Et donc, on fait une audition 5G, c'est Madame Rivasi qui pousse ça derrière, et donc, première audition 5G, là, le 7 décembre, lundi 7 décembre, de bon matin, durant 2 heures, sur impact santé et environnement de la 5G via des scientifiques qui nous ont fait des revues bibliographiques sur le sujet. Il y aura d'autres intervenants. Vous pouvez nous envoyer le lien qu'on s'y connecte ?
Oui, oui, bien sûr, je vous ferai passer le lien. Il est pas là, je vous annonce le programme en avant-première, parce que ça n'a pas encore été communiqué, mais ça sera le lundi 7 décembre au matin de 10h. Pour peu qu'on ait une audience le lendemain, ça serait intéressant. Ah oui, rigolo. Non, en effet, ouais. Voilà. Bon, je crois qu'on a fait le tour des questions principales. Madame Rollig, vous voulez redire quelque chose? Oui. Allez-y. En fait, je voulais savoir, concernant le climat, j'ai eu des informations comme quoi c'est assez catastrophique, la 5G, puisque c'est une antenne tous les 300 mètres au lieu de tous les 3 kilomètres par opérateur à rajouter, plus les débris qui risquent de faire des collisions dans l'espace, puisqu'en fait, les satellites, la 5G fonctionne avec les satellites et que ça va être placé à 200 kilomètres de la Terre. Et que du coup, à 200 km de la Terre, il va falloir faire les choses très souvent. Donc, je voulais savoir, en fait, visiblement, vous avez, il me semble, vous n'avez pas déposé plainte par rapport au climat, en fait. Je voulais savoir, peut-être ça serait trop, peut-être, je ne sais pas, à gérer. Disons que dans la procédure qu'on a lancée aujourd'hui, c'est pas le sujet principal. Là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure en commençant, la procédure pour paralyser en fait le déploiement de la 5G vise l'autorisation d'attribution des fréquences. Parmi les arguments que nous avons développés, il y a des arguments sanitaires, des arguments environnementaux, des arguments économiques, des arguments politiques. Mais on reste dans l'attaque des décisions. C'est le problème du droit administratif, c'est qu'on n'attaque pas une personne, on attaque des actes juridiques. D'accord ? Ce que vous évoquez, c'est intéressant. Et on va peut-être le reprendre et le développer et le creuser, et plutôt dans les actions judiciaires devant notre juridiction. Parce que justement, ce sera attentatoire, soit à la liberté fondamentale, soit à des engagements pris par l'État, etc., etc. Donc, il faut bien comprendre que, c'est d'ailleurs expliqué sur le site, si vous allez voir sur G5 raisons, on a prévu toute une série d'actions en parallèle. Et parce que chaque autorité judiciaire a sa propre compétence. Et par exemple, le Conseil d'État n'a pas normalement compétence pour statuer sur les problèmes de concurrence ou sur les problèmes, sur les libertés fondamentales. Donc tout ça fera partie plutôt de la saisine à venir. Donc ça sera plus du ressort de Maître Arnaud Durand qui participe très activement à toutes ces procédures. Voilà, je crois qu'on a passé une petite heure ensemble, c'est pas si mal. On aurait beaucoup d'autres choses à échanger. Ce qu'il faudrait peut-être qu'on voit, et on en reparlera avec Arnaud, c'est qu'on va peut-être créer un pot commun pour déposer des informations. Ça permettra comme ça, par exemple, à monsieur Charles Layet de nous communiquer tout un tas de documents d'origine européenne pour qu'on soit tous à peu près au même niveau. Monsieur Zaharia pourrait aussi nous donner des informations concernant ces histoires de satellites, de frottements aériens, etc. J'impose de lire tout pour qu'on puisse avoir un avis un peu éclairé. On compare tout ce qu'on lit, on en pour, en contre, on le met parfois en parallèle pour permettre aux juridictions de se faire une idée et d'avoir envie aussi d'avoir une action à mener ou une expertise à compléter. Donc, je crois que, alors je vois qu'on parle du projet Starlink SpaceX sur le côté, on ne va pas l'aborder maintenant, c'est un sujet en soi, je pense. Mais là, Starlink et SpaceX, c'est des acteurs privés qui sont à l'origine de ces développements. Il faudra donc peut-être aller les attaquer devant les juridictions civiles pour leur dire qu'ils nous mettent en danger. Si vous voulez bien, je pense qu'on va conclure cette première conférence de presse. Il y en aura d'autres à l'avenir. Et puis, on vous tiendra bien évidemment informé sur les suites. À bientôt et merci à tous d'avoir participé.